Alors, bonjour. Je suis vraiment contente de faire cette entrevue. Ça va être pour moi une très grande expérience. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir également de te donner cette belle entrevue. Donc, ma première question, c'est, vous avez dit dans la conférence, avant de vous lancer dans le cyclisme, vous faisiez d'autres sports, vous faisiez du softball et de la ringuette. Est-ce que vous avez déjà participé à des compétitions dans ces sports-là? Oui, je te dirais que plus au niveau du softball, la ringuette, c'était comme plus des tournois à l'intérieur. Par contre, au niveau du softball, de la balle rapide, j'ai voyagé énormément. Ça m'a permis de... J'ai fait 3 fois les Jeux du Québec. Donc, c'est quelque chose qui est un peu inusité parce que normalement, c'est 2 fois par rapport à l'âge. Mais j'ai fait une année supplémentaire qui était genre... donc, j'étais pas dans ma catégorie. Ça m'a permis de faire 3 fois les Jeux. J'ai voyagé, j'ai fait les internationaux. Donc, je me suis promenée, j'ai été à Victoria, au Colombie-Britannique. Donc, tu sais, j'ai quand même fait pas mal de softball. Par contre, mes accidents de voiture ont mis un peu fin à ma carrière de ringuette et de softball en même temps. OK. Vous faisiez du cyclisme avant votre accident? Oui. Ce qui m'a amené au cyclisme, tout simplement, c'est un peu le fait que le médecin, l'orthopédiste, j'ai été opéré plusieurs fois, une quinzaine de fois, et malheureusement, le médecin me disait, il dit, écoute, Marie-Ève, il dit, ton bras gauche, il est une potence fonctionnelle, il faut que tu préserves ton bras droit. Donc, il dit, je veux plus que tu, exemple, tu joues au basketball, au volleyball, donc tu dois préserver cette épaule-là parce que tu es jeune. Donc, d'emblée, j'aime le sport, fait que je me suis dit, ben écoute, si je ne peux pas utiliser mes bras, je vais utiliser dans ce cas-là mes jambes. Et le cyclisme est venu, j'ai dit, ben je vais faire c'est sûr qu'à l'été, j'allais faire du rollerblade sur la piste cyclable, sauf que l'hiver, j'ai dit, il manque quelque chose. Je veux bouger, puis tu sais, j'ai de la misère à tenir, mettons, du ski de fond, c'était difficile pour moi parce que j'avais juste un bâton, donc j'ai comme fait, non, faut que je me trouve quelque chose qui m'allume encore plus. Et j'ai découvert le vélo. Fait que je me suis acheté un vélo stationnaire, puis d'emblée, comme ça, je suis partie, puis la piqûre a eu lieu. Je roulais, je visais. Écoute, je faisais mon vélo à la maison, puis soit que j'écoutais genre une émission, soit que je lisais un livre. Fait que c'est comme ça, puis m'en est de fois en fois, j'étais comme, mon Dieu. Et à la fin, je roulais 40 km en 1 heure. Fait que je roulais 40 km/h sur mon vélo stationnaire à la maison. J'avais des bonnes jambes. Déjà à cet âge-là, vous n'étiez pas capable de rester inactive? Non, et toute petite, même je pense que, tu sais, à 3 ans, mes parents m'ont inscrit à la natation. Puis 2 ans, à peine 1 an et demi, 2 ans après, j'ai dit à mes parents que ça bougeait pas assez. J'avais pas assez de défis. Fait que tout simplement, j'ai dit à mes parents, je veux faire quelque chose d'autre. Et j'ai dit à mes parents, j'ai dit, papa, maman, je veux jouer au hockey. Mais quand t'es jeune, à cet âge-là, si on recule, au hockey, les filles n'en avaient pas. Puis en plus, moi, je m'avais dit à mes parents, je veux être gardienne de but à la ringuette, au hockey. Fait que mon père, fait là, ben, il dit, écoute, fait qu'ils m'ont proposé de là la ringuette, être gardienne de but à la ringuette. C'est un sport de filles, plus, fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Mais je bougeais, il fallait que je bouge beaucoup, fallait que j'avais besoin de cette énergie-là. C'est quelque chose, j'étais pas hyper active, mais j'avais besoin de. J'étais pas capable de rester à la maison puis lire un livre. C'était pas dans ma nature, c'était vraiment plus sportif. Fait que c'était quelque chose qui. Dessiner, oui, faire du puzzle, oui. Mais sinon, c'était vraiment ma passion, c'était vraiment le sport, fallait que je bouge. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous alliez avoir des séquelles permanentes suite à votre accident? C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui est frondeuse, quelqu'un qui avance dans la vie, qui abandonne pas. Puis quand le médecin, je voyais que quand il m'a annoncé la nouvelle que j'avais une myélite transverse, c'est sûr que, tu sais, j'ai demandé est-ce qu'on se remet de ça? Et le médecin, il m'a dit, écoute, et c'est la question fatidique, il dit, il y a des gens qui se remettent complètement. Il y a du monde, il y a des gens qui restent avec des séquelles. Puis il y a des gens qui restent habités, qui n'ont pas de séquelles. J'ai fait OK. J'ai dit, ben, dans ce cas-là, j'ai dit, moi, je prends le premier, je reste pas de séquelles. Sauf que c'était mon désir de, là, mais graduellement, j'ai retrouvé, tu sais, j'étais dans mon lit, puis j'avais juste ça à faire. Fait que je me suis dit, écoute, tant qu'à avoir du temps, puis à trouver le temps long, ben, je vais travailler mes orteils, je vais travailler mes jambes, j'ai tiré mes pieds. Quand j'ai retrouvé ma main, ça a été comme, j'ai fait ça. Est-ce que ça l'a aidé? Possiblement que oui. Fait que maintenant, tu sais, puis la journée, un matin, j'étais arrivée, puis j'essaie de bouger mes orteils, puis ma grosse orteil, elle a bougé. Puis j'ai fait, OK. Fait que là, ma grosse orteil a commencé à bouger. Fait que c'est d'emblée, là, c'est comme, là, ça a été comme l'objectif que j'avais, le défi, c'était de faire bouger les autres. Puis petit à petit, je me dis, si elle bouge, j'ai des chances que ça revienne. Puis malheureusement, je suis restée avec une séquelle au niveau de la jambe gauche. Mais au moins, tu sais, honnêtement, je suis debout, là, parce que la vision que j'avais en fauteuil roulant, ça me plaisait pas. Là. Je voulais pas rester dans un fauteuil. Mais tu sais, dans mon cas, j'ai été chanceuse. Je me trouve chanceuse, honnêtement.
Donc, est-ce que vous vous décririez comme une battante? Totalement. Ça, c'est incontournable. Je suis quelqu'un qui a toujours été, qui est frondeuse, qui se bat. Je me laisse jamais abandonner. Je veux pas abandonner je veux pas abandonner si je me trouve des moyens de. Puis toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, là, c'est sûr que je me suis battue. Des fois, c'était un petit peu plus facile, mais d'autres fois, c'était plus dur. Honnêtement, la dernière épreuve que j'ai eue là, avec le coma là, pendant 5 jours, excuse-moi, mais ça m'a rentré dedans, dans le sens que l'épreuve a été difficile. Là. J'ai comme fait, ça a changé encore ma vie, ça a changé, puis ça fait peur, honnêtement. Là. Fait que c'est comme, c'est comme une remise en question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que c'était, puis moi, je voulais savoir, moi, est-ce que c'était dû à l'effort que j'avais fait? Si c'était à l'effort, elle se répète dans les courses. Donc, moi, je ne suis pas intéressée à avoir, je suis déjà assez hypothéquée, si on peut dire, là, quand même quelques handicaps ou quelques contraintes. Je ne suis pas intéressée là, à être pire, si tu veux. Là. Fait que, donc, j'ai une tête sur ses épaules, donc je me suis dit, écoute, si c'est pour mettre ma vie en jeu, on va arrêter, on va trouver autre chose, puis qui va donner moins de puissance, puis tout simplement, je vais ajuster ma vie, mais fait que c'est ça. Fait que oui, c'est sûr que je suis une battante de nature, ça c'est officiel. Et est-ce que ça a été très difficile pour vous quand vous avez dû déclarer forfait suite à votre commotion cérébrale? Oui, parce que ça s'est fait le matin même de la course. Puis c'est quelque chose qui, c'est mon rêve. C'était mon rêve, puis j'y étais. Puis ce qui m'a fait le plus mal, honnêtement, c'est de savoir que mon frère a fait le voyage à Londres. C'est quand même dispendieux. Fait que mes parents, oui, ont fait le voyage, sauf que mes parents, c'est quelque chose que, ils voyagent, donc sont retraités. Donc pour moi, c'est comme si ils pouvaient se permettre de retourner, exemple. Sauf que là, mon frère a pris du temps. Il a acheté des billets, il a tout fait les efforts. Il est venu. Ma déception était celle-là. J'aurais juste aimé, j'avais demandé à mon entraîneur, je dis, si je peux pas rouler, est-ce que tu accepterais, genre, que je prenne le départ, que mon frère me voit à l'écran géant, à la TV, puis c'était comme, au moins, ça m'a compris. Puis j'ai dit, après le premier virage, je vais arrêter. Mon entraîneur a dit, écoute, Marie-Ève, si tu fais ça, et j'ai aucun problème à te laisser prendre le départ. J'ai dit, parfait. Puis par contre, le médecin de l'équipe nationale, le médecin du Canada carrément, a fait non. Il dit, je te laisse pas partir. Fait que oui, ça a été une déception, mais dans un sens, quand tu regardes, c'est sûr que j'ai braillé. Écoute, même l'équipe au complet, mes parents, ils étaient un peu au courant. Fait que, mais à travers cette épreuve-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour de mes coéquipiers. J'avais Lynn Bessette, qui est une personne qui fait beaucoup de vélo, qui a fait beaucoup de vélo. Elle était ma co-chambreuse à ce moment-là. Puis c'est comme une perle. Elle a dit, écoute, Marie-Ève, elle avait gagné une médaille d'or avec Robbie Weldon en tandem. Et elle m'a dédié sa médaille. Fait qu'elle dit, elle dit, Marie-Ève, elle dit, regarde, j'ai une photo, puis c'est comme si elle me la lance en me disant, c'est ta médaille, la façon, Marie, tu l'as gagné. Puis c'est autant ce qui fait mal, c'est que, j'étais prospect pour gagner 2 médailles. Fait que c'est ça qui, j'avais une belle année, j'avais une belle progression, puis c'est juste ça. Fait que, oui, c'est un peu, ça fait mal un peu, maintenant. Mais à travers tout ça, vous n'avez jamais été toute seule, vous avez toujours eu le soutien de vos amis, votre famille, votre équipe. C'est ça quand je parle, quand je suis choyée, là, c'est carrément ça. Parce que je me disais, est-ce que ça aurait été le même résultat si j'aurais été probablement tout seul ou moins de. Mais là, tu sais, je sens vraiment c'est une belle pression. C'est comme genre, tout le monde m'entoure, tout le monde m'encourage, puis c'est comme si on rame dans le même sens on a un objectif. Qui, exemple, dans ce cas-ci, ça va être les jeux, ou peu importe, de me remettre. Puis c'est toujours la beauté de la chose avec l'équipe et tout le monde, c'est la santé. C'est beau la compétition, mais c'est la santé qui prime d'abord. Fait que c'est toujours le message qui est véhiculé, en tout cas de notre côté, au niveau de Cycling Canada, c'est le message qui est véhiculé. Puis tu sais, tout le personnel, à travers ça, le véhicule. Fait que c'est pas genre on dit quelque chose, mais c'est pas ça. C'est vraiment genre tout ce qu'on peut faire pour toi, comment qu'on peut t'aider. Donc c'est la beauté de la chose. C'est la même affaire pour mes parents. C'est le soutien total que j'ai, mes amis. Fait que je suis choyée par rapport à ça. Mm-hmm. Et parlant de l'organisation du cyclisme, machin, on parle beaucoup dans le milieu du cyclisme de scandale de dopage. Comment vous voyez ça?
je pense que dans n'importe quel sport, honnêtement. C'est sûr que dans le cyclisme, j'ai de la misère à comprendre comment un cycliste peut rouler 160 km une journée, le lendemain 200 km, puis on s'entend qu'ils ont des parcours assez pentus puis assez exigeants. Je ne vous cacherai pas que moi, je pense aussi que il y en a. Il y a du doping un peu partout, là. Par contre, au Canada, la beauté de la chose, c'est qu'on est testé, on est un des pays qui teste le plus au niveau des dopings pour n'importe quel sport. Donc, je regarde avant de partir cette année en compétition, ils sont venus au Centre national, ils nous ont testés. Donc, ils viennent à la maison, moi, ils viennent à la maison. Fait que je trouve ça bien. Maintenant, on a un outil qui s'appelle Adam. Fait que, c'est un logiciel qui est offert à qui est donné à tous les athlètes. Puis ça permet de dire où est-ce que tu es. Fait qu'aujourd'hui, ils savent que je suis à l'école Marie-Clarac. Parce que s'ils veulent me tester, il faut qu'ils viennent ici. Je ne serai pas chez nous. Fait que c'est comme ça. Fait qu'eux sont capables de voir. Fait que chaque athlète a la responsabilité de remplir ça. Par le fait même, les fédérations, eux, ils ont des programmes que si tu veux être athlète, exemple au niveau cycliste, pour avoir ta licence, tu dois remplir le questionnaire dans le sens que ils te passent une vidéo, après ça, ils te posent une question, puis savoir si tu as bien compris. Fait que dans la vidéo, ça t'explique genre tout le processus, genre si tu es, qu'est-ce qui est dopé, qu'est-ce qui fait que mettons la médication, il y a certaines médications qui ne sont pas autorisées. Donc comment tu fais pour vérifier la médication si elle est autorisée ou pas. Fait que il y a un logiciel qui s'appelle Draw Global. Après ça, ils vont t'expliquer si ton voisin te donne quelque chose, puis tu dis, ben écoute, puis tu testes positif, ben c'est ta responsabilité parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son pot, dans son verre, donc c'est ta responsabilité, genre, d'être... En fait, ce qu'ils font, c'est ils ont créé quelque chose, donc pour conscientiser, genre, chaque athlète, peu importe, puis c'est bien parce qu'ils commencent de plus en plus jeunes, donc ça permet, genre, de plus jeunes en grandissant. Donc, c'est obligatoire maintenant, tu dois remplir. Si tu ne remplis pas ça ou si tu ne passes pas, tu n'as pas ta licence. Donc, là-dessus, ils mettent beaucoup l'emphase, puis c'est pas de l'argent gaspillé dans les heures. Je pense que ça vaut la peine. Puis c'est ce qui fait que le Canada, on est un des pays les plus reconnus au niveau des testings de doping. Puis, quand vous participez à une compétition, est-ce que vous visez Est-ce que vous visez en partant la médaille d'or? Ou... Je te dirais que l'objectif, c'est sûr, c'est de monter sur le podium. Il y a des fois, comme cette année, il y a certaines fois que c'était difficile. Comme les dernières courses que j'ai faites, l'objectif n'était pas de gagner, oui, de faire de meilleures positions, certes, mais à un moment donné, il faut être conscient, puis il faut avoir des objectifs, mais il faut qu'ils soient réalistes. Si je te dis avec le pied que j'ai là, ça fait comme 3 mois qu'il est dans un attel, ben c'est sûr que j'ai perdu du muscle, j'ai perdu de la force, des choses comme ça. Si j'appuie sur mon pied, ça me fait mal, ça peut faire mal par moment. Donc, de là à dire que oui, je vais aller gagner la médaille d'or, sachant que les autres adversaires n'ont pas eu de blessures, ils se sont entraînés, ils ont peu... Fait que c'est un peu irréaliste de dire que oui, je vais gagner la médaille d'or. Par contre, le but de cette compétition-là était de ramasser le plus de points pour le pays pour les prochains Jeux à Rio. Fait que l'objectif était ça. Par contre, si la santé est là, comme là, l'objectif l'année prochaine, oui, c'est de monter sur le podium. Est-ce que je suis capable de monter sa plus haute marche? Si je travaille fort, si je fais on sait, genre, on a déjà un programme déjà établi sur 1 an. Qu'est-ce qu'on fait à chaque semaine? La beauté de la chose, c'est ça. C'est un calendrier qu'on a. On sait qu'on est en compétition. Quel entraînement qu'ils vont me faire faire. Donc, le but est d'aller chercher la médaille d'or au podium. Pour y arriver, voici ce qu'on doit faire. Puis dans l'année, c'est sûr que ça s'ajuste. S'il y a blessure ou pas, tout change. Mais tu sais, on se croise les doigts, on touche à du bois pour dire qu'écoute, garde, la santé est bonne, on y va avec ça, puis il n'y a pas de blessure, puis on continue, puis on va de l'avant. Puis l'objectif, c'est podium, plus haute marche du podium pour le Rio. Fait que par moment, oui, c'est l'objectif peut être genre médaille d'or, mais ça dépend comme s'il y a blessure ou pas. Dans mon cas, aujourd'hui, cette année, c'était comme un peu difficile de viser tout le temps podium, médaille d'or. Là. Fait que, tu sais, la satisfaction, on s'avait dit l'objectif, si on est capable de finir dans le top 5, donc j'ai fini 4e 2 fois, mission accomplie, on ramassait plus de points pour le pays. Comment vous voyez le reste de votre carrière? Honnêtement, j'aimerais ça finir de travailler genre j'ai un emploi, donc je travaille en comptabilité pour l'organisme Le Pavois. Puis est-ce que je vais prendre, ça fait comme, je ne dirais pas 20 ans, mais dans pas long, ça va faire près de 20 ans que je vais travailler pour l'organisme. Est-ce que je vais faire ça indéfiniment? J'aime ce que je fais. Honnêtement, l'organisme, ça fait plus de 30 ans que ça existe, puis c'est une belle organisme de bienfaisance, puis tu sais, c'est pour aider une clientèle en santé mentale. J'aimerais ça faire ça. Fait que moi, ma carrière, j'aimerais ça de la terminer à 50 ans. Dans les 50, 55 ans, prendre ma retraite dans ce coin-là au niveau genre travail, comptabilité.
je pourrais pas, on s'entend, je peux pas continuer à faire la compétition jusqu'à 50, 55 ans, ça c'est sûr. Le sport va tout le temps faire partie de ma vie. Par contre, j'aimerais ça, c'est sûr que ma retraite, si on veut, là, va tourner autour du sport. J'aimerais ça probablement être commissaire. Ça me permettrait genre de voyager à travers continuer ma passion de voyager, de tourner autour du vélo, tourner autour de, si c'est pas le vélo, ça peut être un autre sport, faire partie, mettons, de l'organisation pour les Jeux du Québec, faire partie de l'organisation, mettons, pour, si mettons, comme là, il y avait les Jeux para-panaméricains et panaméricains à Toronto, ben travailler dans ce domaine-là, fait que c'est quelque chose qui c'est sûr et certain que ça va être... je ne dirais pas officiel, un juge, là, mais ça va ça va tourner dans le domaine du sport, puis c'est officiel. Puis mon but, ça serait genre à 50-55 ans, dans le meilleur des mondes. Je vois mes parents qui ont pris leur retraite dans ces âges-là, puis si je suis capable, j'ai les moyens, j'aimerais bien ça. Et vous êtes une femme qu'on pourrait décrire comme quelqu'un de très courageux. Mais comment vous expliquez ça, vous, le concept du courage? Comment j'explique ça? Je pense que c'est un petit peu inné. Je pense que je sais pas. J'ai jamais. Je sais pas si on est capable genre d'apprendre à être courageuse, d'apprendre à être courageux, je ne sais pas. Je penserais pas. Je pense que c'est un peu quelque chose qui vient d'inné. Puis à un moment donné, oui, on peut donner des. Il n'y a pas de technique, je pense, à devenir courageux. Tout simplement, c'est. Je pense que ça vient de chaque personne. Puis à un moment donné, tu te dis, ben écoute, il y a des modèles dans la vie. Je pense que, tu sais, si c'est comme ton modèle, tu te dis, ben écoute, cette personne-là, elle a le courage de ne pas abandonner, ben si elle est capable, pourquoi je ne serais pas capable? Puis, tu sais, de là, tu te dis, ben écoute, comment je peux faire pour ne pas avoir le courage d'aller plus loin, le courage de persévérer, le courage, parce que, tu sais, il y a comme plusieurs facettes. Et je te dirais, je pense qu'il y a des modèles dans la vie. Est-ce que ça s'apprend? Peut-être. Mais je pense que c'est inné en soi, mais il faut juste le développer tout simplement, là, avoir un modèle, puis ça permet genre d'avoir du courage. Puis au-delà de votre exemple de persévérance, qu'est-ce que vous voudriez le plus valoriser? Qu'est-ce que je voudrais le plus valoriser? Je te dirais le respect. Aller dans je pense que si tu te respectes en premier, tu vas respecter les autres, puis tout s'ensuit. Des saines habitudes, honnêtement, ça fait partie. Puis si tu te respectes, forcément, tu vas avoir des saines habitudes, tu vas bouger, tu vas respecter tout autour de soi. C'est comme un engrenage, donc tu pars avec ça, puis tout le monde, tout s'emboîte comme un puzzle. Et je pense que le respect de soi et des autres, si tu respectes, mettons, la communauté, si tu respectes l'environnement, si tu respectes la communauté, tu respectes ton voisin, peu importe la couleur de peau qu'il a, tu te respectes toi. Et je pense que ça devient comme la base de l'équilibre de soi, la base de l'équilibre de vie. Là. Fait que je dirais le respect. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous manque de respect à vous? Oui, totalement. On m'a déjà dit, genre, que sur une piste cyclable, que t'as trouvé handicapé. Mais écoute, en fait, c'est encore là, j'ai deux choix. C'est soit que je me tasse, ou j'ose continuer, j'ose persévérer, j'ose avancer, puis faire mes affaires, puis faire abstraction à ce qu'il m'a dit, parce que c'est ma vie à moi, c'est mon choix, c'est ma valeur à moi. Écoute, j'ai le choix, genre, tout simplement, qui vient de m'atteindre. C'est comme fait, non. Honnêtement, des fois, je pense que ça ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie pour aller, il lui répond, tout simplement. Donc, oui, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé. Puis, tu sais, je te dirais aussi le regard des gens. Souvent, on s'arrête à la partie physique. On dit souvent, c'est vraiment une bonne personne, mais tu sais, c'est l'aspect physique, des fois, que l'handicap de la personne peut projeter, genre, c'est comme, c'est un cas de problème, ou c'est un handicapé, puis fait que souvent, on a des stéréotypes qui sont créés. Puis je pense que oui, mais à un moment donné, c'est de faire abstraction à ça. Puis tout simplement, j'ai déjà quelqu'un qui m'a déjà dévisagé de la tête aux pieds. Puis j'ai juste fait le même exemple. J'ai fait pareil. Fait que quelqu'un qui m'a regardé de la tête, il est descendu. Puis j'ai attendu qu'il remonte. Puis je l'ai regardé en plein dans les yeux. J'ai fait un sourire. Puis j'ai fait pareil. J'ai descendu. Puis je suis remontée. Puis j'ai souhaité bonne journée. Fait que tout simplement. Fait que tu sais, c'est comme
peut-être que la personne a compris, en voulant dire, c'est pas le fun de se faire regarder la tête aux pieds, de se faire dévisager. Mais, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est de nature, je suis quelqu'un qui rit tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui va aller gueuler non plus, qui va chialer. Je pense que tu es capable genre, de répondre à la personne, tout simplement. La personne, d'après moi, l'a compris. Là. Fait que j'ai rien dit, j'ai juste dit, genre, souhaitez bonne journée, puis c'est tout. C'est comme. Mais juste par le mouvement, que j'ai renvoyé un peu ce que la personne avait fait, puis c'est pas agréable de se faire dévisager, donc je pense pas que la personne la refasse. Fait que, mais je fais comme ça. Est-ce que le terme handicapé, c'est tabou pour vous? Non, écoute, c'est souvent les termes qu'on en dit, un handicap, fait qu'il y a un handicap physique, c'est pas nécessairement tabou. Ça fait peut-être plus handicapé, mais c'est sûr que mobilité réduite, ça l'est autant dans un sens. Dis-moi, je me vois pas, écoute, oui, j'ai un handicap physique, et je regarde tout le monde autour de moi, me demande souvent, c'est mignon parce que, il y a beaucoup de médecins, vous savez, dans la vie, là, on en a plein. Fait que c'est des personnes qui se croisent dans la rue, là, puis qui s'improvisent médecins, là. Fait que, je sais c'est quoi ton handicap, OK? Fait que, ils savent déjà qu'est-ce que j'ai, mais en réalité, ils savent pas du tout. Fait que, mais ces personnes-là, ils me disent, ton handicap, t'es handicapé, ça doit pas être facile dans la vie, mais, non, c'est pas un tabou pour moi, je te dirais peut-être au début. Honnêtement, peut-être au début, c'est une acceptation, il y a des deuils à faire. Fait que, oui, ça peut peut-être faire un peu plus mal, mais pas tant, je te dirais. Dans mon cas, le terme ne m'affecte pas nécessairement. Pendant la conférence, vous parliez de persévérance, de motivation et de plaisir. Votre motivation à vous, qu'est-ce que c'était? La motivation, si je prends, mettons, quand j'ai eu mon virus, c'était de remarcher. La motivation, mon objectif était ça. Ma motivation, c'était comme quand j'ai vu mon orteil, c'était ça ma motivation. C'était comme après ça, j'ai eu l'autre. C'est comme un après l'autre. Et c'était ça qui me motivait. Tout simplement, j'ai eu ma famille qui m'ont aidé là-dedans. Qui m'aidait, genre, tout simplement, genre, à pas abandonner. Fait que c'était vraiment ça. Puis mon désir c'est ce qui me motivait, genre, c'est de voir, genre, que de jour après jour, ça allait mieux. Il y a des journées que ça allait moins bien. Et après ça, c'était comme. Des fois, il y a une expression, c'est vaut mieux reculer pour mieux avancer. Là, c'est un peu ça. Fait que j'ai tout le temps dit, genre, que le sport faisait partie, genre, le repos faisait partie du sport. Et pour moi, c'est comme réapprendre à marcher, c'était mon sport. Dans ce moment-là, c'était mon sport. Donc, à un moment donné, c'est comme une journée, ça va moins bien. Ben, c'était ça. Fait que je me disais, écoute, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien été dans aujourd'hui? Ah, je suis restée 15 secondes plus longtemps debout. Ah, j'ai pas réussi, mais fait que c'est ce qui me motivait, genre, c'était juste de voir l'évolution, comme de quoi que ça avançait, puis qu'il y avait j'ai réussi à faire ça, puis fait que c'est ce qui me motivait. Là, puis le désir total, c'était vraiment être debout, puis remarcher. Là. Vous avez aussi beaucoup parlé de votre frère. C'est une personne très importante pour vous? Oui, je te dirais, mais ma famille au complet, mais tu sais, mon grand frère actuellement, il m'aide beaucoup, que ce soit chez nous, parce que forcément, il y a des adaptations, donc à la maison. Dans mon cas, c'est un accident de voiture, donc c'est sûr qu'on a un aide financière au niveau de la SAAC. Sauf que quand j'ai des petites affaires à arranger, j'ai besoin de déplacer quelque chose, j'ai le grand frère qui vient prendre soin de sa petite sœur. Puis, fait que, c'est comme, on a une belle famille, on a une belle chimie. J'ai un petit filleul, qui me comble énormément. Puis, tu sais, c'est de voir la fierté de mon frère aussi. Puis, tu sais, c'est comme, il est fier de sa sœur. Écoute, pour qu'il vienne au jeu, qu'il prenne du temps, qu'il dépense de l'argent, tu vas dire, ben, c'est naturel. Pas nécessairement, parce que, tu sais, fait que mon grand frère, je ne l'oublierai jamais. Puis, tu sais, j'ai vraiment besoin de lui. Là. Fait que on a une belle chimie, une belle famille. Fait que oui, il y a une importance majeure dans ma vie. Là. Fait que c'était ma déception, le fait genre, que je pouvais pas genre, lui. J'aurais aimé ça qu'il me voit. Puis lui, quand il voit ses amis, c'est comme hey, ma soeur est à telle place. Puis tu vois qu'il est fier, il est content. Puis c'est une fierté pour lui. Là. Et est-ce que votre maison est adaptée ou c'est une maison basique? En fait, c'est un condominium. C'est que c'est dans je suis en copropriété. Et actuellement, ma cuisine, ma chambre de bain, en fait, tout mon condo est adapté selon mes besoins spécifiques. Donc, c'est ce qui fait que ma chambre de bain, dans un sens que, exemple, ça me prend, pour éviter que je glisse, ben, j'ai un banc, parce qu'à un moment donné, je fatigue, donc
exemple, c'est ça. Après ça, le bain, avant, j'avais une marche pour aller au podium. Fait qu'on a enlevé la marche du podium pour que ça soit plus facile. Sortir du bain, exemple, j'ai un banc pour m'aider à. Fait que, après ça, la cuisine, c'est la même affaire. En frais d'espace, ou frais avec le fauteuil, il faut prendre pour acquis que des fois le fauteuil est nécessaire. Là. Fait que c'est l'espace entre le fauteuil. Maintenant, mon congélateur est plus bas, donc j'ai plus accès. Mon frigo est en haut. Congélateur. Fait que c'est toutes des petites affaires. Les boutons exemple de la cuisinière, ben, ils sont pas dans le fond, c'est les nouvelles technologies, donc en avant. Fait que c'est toutes des petites adaptations. Les tiroirs, c'est la même affaire. Ils vont sortir complètement. Fait que tout à mon niveau, au niveau comptoir. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est lever le panneau. Fait que c'est accessible plus facilement pour moi. Autant qu'en fauteuil ou debout. Donc, vous croyez que pour une personne handicapée, c'est important d'essayer de mener la vie la plus normale possible? Tout à fait. C'est sûr et certain. Je te dirais, c'est que la personne ait un handicap ou pas, je pense que, tu sais, on a tous besoin d'un certain confort, là. Fait que c'est sûr et certain que même personne qui n'a pas d'handicap va adapter, va arranger, va mettre sa maison ou pour le côté pratico-pratique, si je peux dire. Donc, tu sais, lui, il préfère avoir le lit comme ça parce que c'est pratique. Il préfère avoir le sofa comme ça parce que c'est plus pratique. Donc, c'est la même affaire pour une personne qui a un handicap. Il va adapter, genre, il va y aller, il va se trouver des moyens, il va se trouver des trucs. Puis, si les adaptations, il y a du monde qui ne veut pas d'adaptation. Je prends Chantal Petitclerc. Elle ne voulait pas d'adaptation au niveau de le moins possible. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que quand elle voyageait, elle n'avait pas ces adaptations-là. Quand on regarde ça, c'est pas fou, là. Parce que des fois, il y a des hôtels qui offrent cette possibilité-là, mais d'autres affaires, il y a d'autres moments que tu ne l'as pas, là. Donc, elle, il y avait un certain strict minimum, mais il y a des affaires qu'elle ne voulait pas. Comme la chambre de bain, elle a dit non. Elle dit, moi, c'est le bain normal. Fait qu'elle dit, c'est ça que je vais utiliser la même affaire, tu sais. Fait que je trouve ça correct. Fait que, oui, mais chacun, c'est propre à chacun, va aménager comme si on prend, mettons, ta chambre. Ben, tu vas l'aménager selon tes goûts, selon genre plus pratique de mettre la table là que là. Donc, c'est la même affaire pour moi. Fait que moi, je vais adapter selon où tu vas acheter plus en fonction de soit tes goûts, genre, ou côté pratique. Quand vous avez cohabité avec Chantal Petitclerc, comment vous avez vécu l'expérience? Quand on m'a annoncé la première fois que j'allais en Coupe du Monde en Espagne, j'y croyais pas. Honnêtement, j'ai fait une course et l'entraîneur de l'équipe nationale, qui est l'actuel Eric Van Danen, qui est mon entraîneur actuel, il me dit, puis moi j'étais tout essoufflée, je venais de finir un chrono. Fait que ma mère était à côté de moi, Eric était à côté de moi. Fait que là, il me dit Marie-Ève, je pense sincèrement t'amener avec moi il dit avec nous en Coupe du Monde en Espagne. Moi là, j'ai comme fait, puis j'étais essoufflée, puis je n'osais pas y faire répéter. Puis j'ai bien compris Espagne, fait que tu sais, c'était comme OK. Fait que là, il s'en va. Fait que là, j'ai dit, voyons donc, je viens juste de faire une course. J'ai dit, ça se peut pas, là. J'ai dit, m'amener en Espagne, tu sais, c'était comme, voyons, je pensais jamais, tu sais. Fait que ma mère, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu dis Espagne? Elle dit, c'est ce que j'ai compris et tout. C'est resté de même. Fait que là, il dit le lendemain, il m'a appelé genre dans le courant de la semaine. Fait que là, on m'explique que ça va me coûter, mettons, temps pour mon voyage. Parfait. J'ai dit, t'accepterais-tu? J'ai dit oui, parfait. Fait que là, on m'explique que je vais être avec Chantal Petitclerc. Pardon? Là, c'était comme flatté. J'étais comme sur un nuage, honnêtement. Là, c'était comme, wow! Je m'en vais en Espagne faire une compétition de vélo. Et puis, je vais être avec Chantal Petitclerc dans ma chambre. Fait que ça a été comme un moment magique. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est très humble, qui est vraiment, qui est les deux pieds sur terre, ou les roues sur terre, si tu veux. Puis, tu sais, j'ai jasé avec elle, puis c'est encore aujourd'hui, tu sais, on est amis Facebook, puis, tu sais, on se voit à Montréal, on s'est vu à Toronto. Fait que, tu sais, elle a pris un chemin différent, elle a eu un petit garçon, Elliot, puis, tu sais, c'est comme. Mais reste que, tu sais, c'est magique parce que ça permet, puis, tu sais, elle a l'expérience, donc les conseils, c'était comme quand elle m'a tout le temps dit, fais attention, exemple, pour telle affaire, parce que, tu sais, il peut t'arriver telle affaire. Fait qu'exemple, elle dit, un journaliste, elle dit, tu sais, il peut être ton ami, mais à un moment donné, ça se peut que, tu sais, il peut te poser une colle ou une question, puis j'ai fait OK. Fait que j'ai dit, mais elle dit, il faut toujours que, tu sais, prends ton temps de parler. Puis elle dit, c'est des trucs qu'elle m'a donné pour mes entrevues, fait que c'est des moyens, genre, au niveau de mon sport, mettons la gestion du stress, des choses comme ça. Moi, je touche à du bois, mais tu sais, quand je fais mes courses, je suis zen. Pourquoi je suis zen? Mais je me dis, ma philosophie à moi, c'est que mon entraîneur m'a donné un programme d'entraînement, je l'ai respecté. J'ai fait attention à moi.
Après ça, ce que j'ai tout fait en conséquence par rapport à ma compétition. Fait que quand je vais arriver à ma compétition, que je gagne ou que je perde, je sais que, tu sais, je vais donner mon 110, mon 100%, parce que c'est comme ça. Puis, peu importe le résultat, puis quand que je pars, je suis zen là-dedans, je sais que j'ai pas de stress. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas de stress parce que je sais que j'ai fait les tâches que j'ai faites. Puis le résultat, je me dis qu'écoute, si je perds, ben probablement que cette journée-là, cette personne-là était plus forte. C'était à moi. Puis la première fois que j'ai perdu, mon entraîneur m'a déjà dit, tu sais, il dit Marie-Ève, il dit on reconnaît un athlète, la force d'un athlète, sais-tu comment? La manière qu'il se relève. Puis la manière qu'il se relève, il dit écoute, il dit là, il dit t'as perdu, t'as perdu. Puis dans le journal, c'était marqué Marie-Ève, première défaite de Marie-Ève. J'ai fini deuxième. Fait que là, c'était comme comment tu vas réagir par rapport à ça. Puis écoute, il dit, à ma course sur route, quand j'ai fait ma deuxième course, ben, elle m'avait mis près d'une minute au chrono. Parfait. Cette journée-là, écoute, ça l'a mal été sur toute la ligne. Mais c'est la manière que l'athlète va se relever, que on reconnaît genre la vibe d'un champion. Fait que quand j'étais à ma course, j'ai mis 1 minute 14 au chrono, à la course sur route. Ça, c'est un peu Chantal Petitclerc qui m'a comme un peu enseigné ça aussi. Mon entraîneur m'a comme dit, c'est comme ça que je vois ça. Puis moi, j'avais demandé, j'ai dit pourquoi, j'ai posé la question, pourquoi que j'étais avec Chantal Petitclerc. Puis toute la première année, j'étais avec elle. C'est la seule année que j'étais avec elle, puis c'est la seule année qu'elle a roulé, en fait. Puis j'ai posé la question, j'ai dit pourquoi que, je m'excuse, mais j'ai dit pourquoi j'ai le luxe d'être avec Chantal. Et le superviseur Arnaud Lito me dit, Marie-Ève, il dit, je peux pas séparer deux champions ensemble. C'est deux championnes, et je peux pas séparer deux champions. Fait qu'il dit, c'est un beau match. Fait qu'il dit, écoute, il dit ça va toujours rester. Il dit, deux championnes ensemble, on ne sépare pas ça. Là, j'étais comme, puis moi, je venais de commencer, là. Fait que, tu sais, c'était comme, wow. Fait que, bref, honnêtement, elle était inspirante pour moi, là. Donc, on pourrait dire que c'était votre mentor, entre parenthèses? Oui, honnêtement, c'était un mentor pour moi parce que, tu sais, comme j'ai déjà expliqué, elle a ouvert un peu la voie du para au niveau, genre, d'un athlète de haut niveau qui est capable d'avoir des résultats, des standards assez élevés. Puis, tu sais, dans la vie de tous les jours, être humble, pas s'enfler la tête, si on veut, là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, c'est un modèle. Puis c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Puis assez que des fois, quand on est côte à côte, je me suis déjà fait demander, je me suis fait dire une fois, allô Chantal? Fait que j'ai pas la même coupe de cheveux, puis j'y ressemble pas, là. Fait que, mais elle dit, tu sais, elle dit juste par ton sourire, elle dit le fait, genre, qu'elle dit comment que tu t'exprimes. Elle dit, j'ai comme l'impression, elle dit, t'es comme Chantal Petitclerc, elle dit, t'en fais fond, elle dit, tu remplaces Chantal. Fait que, puis ça, elle dit, écoute, on en a besoin, là. Fait que... Et quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous aviez un modèle ou quelqu'un sur qui vous vouliez prendre exemple? J'avais plus un modèle, je n'avais pas. Honnêtement, je vais être bien honnête, j'en avais pas. La seule affaire qu'il y a, c'est que mon héros pour moi, c'est que j'aimais la ringuette, j'aimais être gardien de but, et mon héros, c'était Patrick Roy. Fait que, tu sais, c'est un modèle sportif, c'était mon modèle à moi comme ça, mais j'avais pas de mentor en soi, j'avais pas de. Jusqu'à ce que, tu sais, je rencontre puis que je commence à discuter avec Chantal. Puis, tu sais, je te dirais même une autre personne, Lynn Bessette. Elle a été vraiment dans le monde du vélo. Puis, tu sais, j'ai eu la chance aussi d'être, pendant une année complète, d'être sa co-chambreuse. Puis, tu sais, on a eu des moments magiques, là. On a éclaté moi, je riais tout le temps. Fait que, on m'avait déjà dit, tu sais, Lynn n'est pas facile le matin, elle grognonne. Puis, non, c'est pas la Lynn que je connais, là. Moi, on rit tout le temps. Bon. Fait que, puis encore aujourd'hui, tu sais, elle habite à Boston. Fait qu'elle, elle descend à Québec. Fait qu'elle me lâche un petit coup de fil. Hey, Marie, je suis dans le coin de Québec. Parfait, elle vient coucher à la maison. Fait que, tu sais, fait que c'est ce qui fait que la beauté de la chose, c'est qu'il y a des relations qui ont été créées. Puis ça perdure dans le temps. Fait que, mais c'est vraiment, c'est deux athlètes, honnêtement. Une, je te dirais, mobilité réduite. Puis l'autre, normale, mettons. Mais c'est vraiment des athlètes merveilleuses, tu sais, qui ont donné je te dirais qu'ils ont ouvert la voie pour les filles, mettons. Là. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec pas mal tous les athlètes que vous rencontrez ou il y en a avec qui ça marche moins bien? Non, je te dirais que j'ai des. Avec tous les athlètes que moi, j'ai tout le temps, genre, c'est du respect. Je reviens au respect. Donc, chaque personne doit être respectée.
même à son handicap, peu importe. Puis, tu sais, je serais je serais un petit peu bizarre de ne pas respecter la personne parce que je travaille pour un organisme où on fait de la réinsertion sociale pour une clientèle en santé mentale. Donc, on fait de la réinsertion sociale. Pourquoi que, tu sais, si c'est pas une valeur qui serait innée en moi, ben, je ferais pas ce métier-là. Ou je ferais pas genre, je suis quelqu'un qui est bien humble et tout. Et j'ai pas, je suis pas respecté la personne, puis ça part de là. Donc, jamais, jamais, jamais. Tu peux avoir moins d'affinité avec certaines personnes, mais de là à ne pas lui parler, puis je pense qu'il y a un minimum de respect que tu peux faire. Tu te dis, OK, cette personne-là est vraiment désagréable, elle n'est pas le fun, à passer des commentaires qui sont désobligeants, des choses comme ça. Mais ça me tente pas de prendre l'énergie genre pour lui répondre. Fait que dans ce temps-là, tu fais comme, je fais juste bon matin, bonjour, bonne journée, puis c'est respecter la personne, c'est le minimum que tu peux faire, c'est ça. Lui offrir un sourire, puis c'est tout. Fait que t'as pas de. Puis moi, je me porte plus mal. La personne, elle peut pas dire que je suis méchante ou. Mais puis c'est respecter genre chacun parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir besoin de la personne. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Dans une course, c'est de l'entraide, même si c'est un autre pays, mais tu sais jamais genre quand est-ce que tu vas avoir besoin de l'autre adversaire pour arriver à ton objectif. Fait que, Et vos collègues de l'association, quand ils ont appris que vous alliez faire de la grosse compétition, comment ils ont réagi? Fierté. Honnêtement, c'était comme. Je peux prendre une expression, genre, puis même la clientèle, pour eux autres, c'est une fierté, puis c'est trop cool. C'est comme. En fait, je deviens un modèle pour eux. C'est comme au bureau, on a un babillard, et puis on met, par exemple, les articles de journaux qui passent, puis des fois, ça a un lien avec soit moi, ça a un lien avec, mettons, une collègue de bureau qui a fait, qui travaille, mettons, sur un projet des entendeurs de voix, l'autre un soutien aux études, des choses comme ça. Et donc, les articles sont mis sur le babillard. Puis j'ai donné des conférences, évidemment, avec la clientèle pour laquelle je travaille. Puis pour eux, c'est stimulant. Ça les stimule, c'est comme, OK. Puis il y a du monde qui, juste par rapport à ça, j'ai quelqu'un sur mes Facebook c'est mes amis Facebook en même temps. Fait que là, elle dit, écoute, t'es rendu mon modèle. J'ai décidé de bouger, de faire du sport. Fait que mes collègues, c'est la même chose. Quand que je leur renvoie comme de quoi que j'ai fini, mettons, première, deuxième, troisième, peu importe, le résultat, c'est comme ma directrice, c'est la même affaire. C'est une fierté pour tout le monde. Puis c'est une fierté pour l'entreprise aussi parce que j'ai eu un médecin qui a déjà expliqué à ma mère, il demandait comment j'allais, puis il expliquait, il dit Loulou, il n'y a aucun employeur qui va cracher sur un athlète. Pourquoi? Parce qu'il dit la discipline qu'il met dans son sport, c'est la même discipline qu'il va mettre dans sa vie, dans son travail. Donc, il dit qu'il n'y a aucun employeur qui va cracher sur un athlète olympique ou paralympique ou autre, parce que c'est une fierté. Puis je le vois, quand, mettons, il y a du monde qui vient visiter la bâtisse où on travaille, elle va présenter, fait qu'elle dit ça, c'est la comptabilité. Et elle vient à côté, elle vient dans mon bureau, puis elle dit ça, c'est notre championne, c'est notre olympienne. C'est la fierté. En arrière, il y a plein de. Ils ont installé. On a des trophées, quelques médailles. Fait que, tu vois vraiment que c'est la fierté de l'entreprise. Puis, écoute, si ça stimule plusieurs de ma clientèle, puis je sais que ça se fait. Donc, tant mieux. Fait que, puis c'est vrai, il a raison, le médecin, là, qu'il n'y a aucun employeur qui va cracher sur un athlète. Fait que, et savoir que vous êtes stimulante pour les autres, est-ce que ça pourrait rentrer dans vos motivations? Bien sûr, tout à fait. Honnêtement, c'est comme donner au suivant. C'est le titre de ma conférence, c'est donner au suivant. Puis tu sais, ça fait partie genre honnêtement, c'est quelque chose qui me motive. J'aime faire ma compétition, j'aime donner des conférences. Est-ce que je veux faire que du sport? Non. Est-ce que je veux faire que des conférences? Non. Est-ce que je veux travailler? Non plus. Donc, j'ai besoin de tout ça. Puis, un dans l'autre, ça me sert de motivation. J'avais hâte quand je reviens de l'Afrique du Sud, puis j'avais hâte de. J'ai envoyé un courriel justement dire écoute, au plaisir de se voir, puis tu sais, j'ai vraiment hâte, je suis enjouée, genre j'ai hâte de rencontrer genre tout ce beau monde-là, puis tu sais, c'est motivant, là. Puis quand tu vois que le monde, tu sais, apprécie, ben c'est encore plus motivant. Fait que c'est la beauté de la chose. Fait que, ouais. Nous, à l'école Marie-Clarac, on fait du bénévolat et on travaille dans divers organismes. Est-ce que vous en avez déjà fait? Bien sûr. Souvent, je ne suis pas nécessairement porte-parole, mais oui, au niveau de la fondation, j'ai eu la chance d'avoir la centre de réadaptation. Ils ont une fondation, la fondation ELA.
Donc, c'est souvent pour des causes. Puis, tu sais, aujourd'hui, vous avez marché ou vous avez couru genre pour la cause. Bien, c'est un peu le même principe. Je suis comme ça. Moi aussi, je veux. Oh! C'est quelqu'un que je connais. C'est mon copain. Qui? Fait que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est pour ça. En fait, c'est ça. Fait que c'est. Peux-tu répéter la question? Nous, à l'école, on fait du bénévolat. Oui, excuse-moi. OK. Ah, Pierre, ta faute. Fait que, au niveau du bénévolat, oui, c'est quelque chose qui est important. Tu sais, c'est sûr que je ne peux pas en donner actuellement. Mes semaines sont assez comblées. Donc, c'est des grosses journées que je fais. C'est difficile pour moi de faire beaucoup de bénévolat. Je me dis qu'écoute, pour l'instant, conférences, des fois, j'en fais genre des plus petites. Je vais donner. Mais au niveau bénévolat, souvent, je vais y aller avec des fondations qui m'approchent, que ce soit la Fondation Élan, qui, eux, vont acheter de l'équipement justement pour des personnes qui ont un handicap, pour les inciter à embarquer dans le sport. Donc ça, je trouve ça bien parce que des fois, l'équipement est assez difficile et au niveau monétaire est très, très, très dispendieux. Donc, la Fondation vient aider ces personnes-là, vient leur faire découvrir que ce soit le basket, que ce soit le tennis, le volleyball en fauteuil roulant, le handbike, donc le vélo à main. Fait que c'est des choses qui vont les inciter à pouvoir tout simplement acheter de l'équipement pour leur montrer, leur donner la piqûre de. Après ça, d'autres fondations comme la Société canadienne du cancer qui m'approchent, qui gagnent, on fait du spinning. Est-ce que ça te tenterait? Nous, on cherche quelqu'un. Fait que, c'est des choses qui me font extrêmement plaisir. Puis, aller rouler 7 heures, j'ai aucun problème avec ça. C'est une belle cause. C'est une cause que, c'est sûr que toutes les causes que je vais. On ne peut pas tous les faire, ça c'est évident, là. Mais il y a beaucoup de causes plus qui nous tiennent à cœur parce qu'on s'entend que si on prend le cancer, bien, quand tout le monde a été victime de cancer, mais il n'y a pas de cause plus petite que d'autres, il n'y a pas de cause, mais à un moment donné, c'est juste le temps, ou des fois, c'est par rapport à la date qui fait que oui, je voudrais y aller, mais malheureusement, je suis en compétition, malheureusement, je ne suis pas à Québec, ou des choses comme ça. Mais tu sais, ça revient à dire, donner au suivant. J'ai énormément reçu. Fait que plus je suis capable d'en donner, plus ça va me faire plaisir. Tu sais, j'ai jamais à date refusé quoi que ce soit, à part si je n'étais pas à Québec. Si je ne suis pas à Québec, c'est difficile pour moi. Je peux pas. Je travaille déjà sur un projet de clone pour avoir une autre petite Marie, là, mais le projet est difficile, fait que c'est un peu dispendieux aussi, là, mais reste que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis mais je me promets que à la retraite, j'ai plus de temps, là, fait que c'est quelque chose qui fait partie encore plus c'est inné en moi, mettons. J'ai reçu, donc je dois en donner, tout simplement. Excellent. Merci beaucoup. Écoute, ça fait extrêmement plaisir. Merci. Hey, vraiment, vraiment super. Ça a été très complémentaire, des bonnes questions. Vous êtes tellement allé en profondeur, là. Et puis des deuxième, troisième niveaux là, que vous n'aviez pas abordé dans la conférence. Vraiment, non, mais là, c'est ça, je disais tantôt qu'il manquait de temps. 45 minutes, c'est trop court. Vraiment. Faut que je cote, faut que je coupe, puis Ouais. j'ai pas le choix. Puis là. la notion de respect. Ah non, il y a plein de choses. Des belles questions. Vraiment, là, félicitations. Félicitations. Les deux, vous avez été super. Wow, Tu hein. vois, on était relax. C'est une bonne chose.